Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet de la structure de l'atmosphère. L'atmosphère terrestre est découpée en plusieurs couches, elles-mêmes séparées par des couches dites d'interface. Les couches de l'atmosphère présentent chacune des particularités physiques qui font qu'elles ont été identifiées comme des couches spécifiques. Nous allons présenter l'atmosphère à travers un graphique représentant le profil de température en fonction de l'altitude. En ordonnée à gauche, nous retrouvons l'altitude, exprimée en kilomètres. En ordonnée à droite, nous retrouvons la pression atmosphérique. Celle-ci est exprimée en hectopascal. Enfin, en abscisse, nous avons les températures exprimées en degrés Celsius. Il faut savoir que l'unité scientifique de base souvent utilisée est le Kelvin, mais cette dernière étant moins compréhensible et facile à interpréter par le grand public, j'ai fait le choix d'utiliser le degré Celsius. Notons dès maintenant que les valeurs d'altitude évoquées par la suite pour les couches atmosphériques sont valables pour les latitudes moyennes, comme l'Europe, et sont différentes au pôle ou à l'équateur. Partons du sol et découvrons la première couche de l'atmosphère, nommée la troposphère. Elle s'étend du sol jusqu'à environ 12 km d'altitude. C'est dans cette couche que se produisent l'immense majorité des phénomènes météorologiques. C'est également dans la troposphère que 90% de la masse de l'atmosphère se trouve. On remarque en effet que la pression entre 0 et 10 km d'altitude varie d'un facteur 10, 1013 hectopascales à 0 m, plus que 100 hectopascales à 10 km. Dans la troposphère, le profil de température suit une courbe que nous allons considérer comme linéaire, partant de la température moyenne à la surface de la Terre, 15 degrés Celsius, et descendant jusqu'à moins 50 degrés aux alentours de 12 km d'altitude. Dans les faits, il faut savoir que le profil de température n'est pas tout à fait linéaire. Il est influé par ce qu'on appelle le gradient thermique adiabatique, sec ou humide, qui a pour effet de faire varier la température de manière plus ou moins rapide en fonction de l'altitude. Pour simplifier le graphique, j'ai fait le choix de lisser ce gradient, mais s'agissant d'une donnée absolument fondamentale en météorologie, nous reviendrons dessus plus tard, probablement dans une autre vidéo. Arrivé à 12 km d'altitude, nous passons dans une couche dite d'interface entre la troposphère que nous venons d'évoquer et la couche supérieure. Cette couche d'interface s'appelle la tropopause. Avez-vous déjà fait attention en été à ces immenses nuages d'orage appelés cumulonimbus ? Si on les observe de loin, on remarque que le haut du nuage s'étale sur la largeur au lieu de monter en altitude. Cette partie du nuage s'appelle l'enclume du cumulonimbus et elle se forme en atteignant la tropopause en raison d'un phénomène d'inversion de température qui se produit dans la couche supérieure. Mais n'allons pas trop vite, nous aborderons ce sujet un peu plus tard dans la vidéo. Il existe sur ces cumulonimbus un phénomène qui peut dépasser légèrement la tropopause. On parle alors d'un overshoot, une petite protubérance formant un dôme au-dessus de l'enclume. Il s'agit d'un indicateur d'une très forte ascendance dans le nuage et donc d'une potentielle forte activité orageuse. Vous l'aurez compris, la tropopause est une couche assez surveillée par les chasseurs d'orage, car elle peut, en plus de mettre en évidence des overshoots, présenter des irrégularités appelées forçages d'altitude, qui ont tendance à favoriser les ascendances verticales et donc la formation d'orages. Enfin, c'est au niveau de la tropopause que se forme le courant de jet des latitudes moyennes. Ce puissant vent d'altitude qui serpente le long de la tropopause a un rôle majeur dans la formation et la trajectoire des perturbations sur l'Atlantique. Le courant de jet est également couramment utilisé par les vols transatlantiques des USA vers l'Europe pour profiter du vent d'ouest qui pousse les avions vers l'Europe et leur permet d'établir des records de vitesse de traversée ainsi que des économies de carburant non négligeables. Après la tropopause, nous arrivons dans la couche supérieure qui s'appelle la stratosphère. Cette dernière s'étend de 12 à 48 km d'altitude environ. Dans cette couche, la température augmente en prenant de l'altitude, et cette inversion du profil de température est liée à l'absorption des rayons ultraviolets émis par le Soleil et qui entrent dans le cycle de génération de l'ozone. C'est en effet dans cette couche, entre 20 et 40 km d'altitude, que l'on trouve la couche d'ozone. L'ozone est produite par la fracture des molécules de dioxygène en deux atomes d'oxygène, O plus O. Ce processus est possible car à cette altitude, la densité d'O2 est suffisante et les ultraviolets provenant du Soleil ne sont pas encore suffisamment filtrés par les couches supérieures de l'atmosphère. Ils possèdent donc encore une énergie importante qui permet de casser la molécule de dioxygène. Ces atomes d'oxygène, désormais orphelins, viennent se lier à d'autres molécules d'O2, formant alors de l'O3, de l'ozone.
L'ozone a la particularité de filtrer une partie du rayonnement ultraviolet, et notamment les UVC, qui sont les rayonnements UV les plus énergétiques et les plus nocifs à la surface de la Terre. L'absorption de cette énergie est convertie en chaleur, ce qui explique l'inversion de température que l'on constate dans la stratosphère. A noter que cette réaction se régule naturellement, car lorsqu'un atome d'oxygène entre en contact avec une molécule d'ozone, ces dernières se scindent en 2 molécules de dioxygène. En montant en altitude, la densité de dioxygène s'affaiblit, stoppant alors le cycle de génération de l'ozone. Nous arrivons dans la mésosphère, qui s'étend de 50 à 80 km d'altitude et où la température recommence à décroître au fur et à mesure que l'altitude augmente. Cette couche n'a que très peu d'intérêt en météorologie, mais il est tout de même intéressant de noter que c'est dans cette dernière que la plupart des objets et météorites entrant dans l'atmosphère se consument en raison de la friction avec le peu d'air présent à cette altitude. C'est pour contrer cette force de friction que les capsules de retour des astronautes sont équipées de boucliers thermiques notamment. Enfin, à partir de 80 km d'altitude, nous entrons dans la thermosphère, couche où la température augmente significativement pour atteindre des valeurs comprises entre 300 et 1600 degrés Celsius en fonction de l'activité solaire. Il est intéressant tout de même de noter que la très faible pression et densité de matière à cette altitude fait que pour la peau humaine, le ressenti ne serait que d'environ 25 degrés Celsius. À cette altitude et sous l'effet des rayons UV non filtrés, les quelques molécules de dioxygène présentes se brisent en des atomes d'oxygène. La faible densité de dioxygène ne permet pas au cycle de l'ozone de se remettre en place, ce qui explique que l'oxygène est le gaz dominant dans cette couche. Enfin, bien que non représentée sur ce schéma pour des raisons pratiques et pour le peu d'intérêt qu'elle représente pour notre sujet, il existe une ultime couche de l'atmosphère, appelée exosphère, qui démarre à environ 690 km d'altitude et qui se propage théoriquement à l'infini. En effet, cette couche marque la frontière où la friction avec la matière atmosphérique devient si faible qu'elle en est négligeable. Dernière chose, à propos des couches de notre atmosphère, il existe un phénomène que je n'ai pas encore évoqué jusqu'ici, qui se produit de la mésosphère jusqu'au début de l'exosphère. Sous l'effet des rayons UV, des molécules réagissent en perdant un électron. On appelle ça la ionisation. Attention, ce phénomène ne doit pas être confondu avec la fracture des molécules de dioxygène du cycle de l'ozone dont on a parlé. Ici, on parle bien d'électrons. Cette ionisation crée une sorte de plasma ionisé qui est primordial pour les communications radio. Sujet passionnant s'il en est, mais qui s'éloigne de la météorologie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première vidéo. Dans le prochain épisode de Chronique Météo, nous aborderons les notions d'anticyclone et de dépression, ainsi que l'effet de Coriolis. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à me faire vos retours en commentaire. À très vite!